Salutations Moldu, ça y est, on y est. Première vidéo interview. Ouais, je sais. On est un peu hors délai. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, non? Bon, vous voulez connaître mon invité? Allez, je vous fais pas plus attendre. C'est parti! Jean-Marc, bienvenue à toi. Salut. Merci d'être venu. Salut les Moldus. On va passer tout de suite à la première question. Alors Jean-Marc, première petite question. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de toi. Qui es-tu? Qui je suis? Je m'appelle Jean-Marc Leclerc, j'ai 51 ans et j'habite actuellement dans un petit village situé tout près des Basses-Gorges du Verdon. J'ai une formation d'opticien de précision et je suis spécialisé dans la fabrication de composants optiques pour l'astronomie, le spatial et autre chose. J'ai réalisé de nombreux miroirs de télescope, notamment en travaillant à mon compte, et j'ai aussi travaillé dans l'industrie de l'optique. Chez Thales Optronics, Mélès Griot ou Eldim, une société située en Normandie où j'ai travaillé avant de venir m'installer dans le sud, dans le Var. Ok. J'ai aussi travaillé 8 ans à la Maison de l'Astronomie à Paris, comme vendeur au magasin Jumelles. Super. Curieux, hein? Tu as dû rencontrer pas mal de personnes, n'empêche. Ah ouais, on a fait des belles rencontres et j'ai rencontré aussi pas mal de people, des gens connus du spectacle et des chanteurs et j'ai vendu un télescope à Louis Bertignac. Oh, super, ouais. Ouais, hein. J'ai eu l'opportunité de trouver un travail en province. Après, je cherchais à un moment à quitter Paris. D'accord. Parce que je saturais complètement de la région parisienne et des transports. Et j'ai eu la chance de trouver un emploi en Normandie, à Caen, qui est ma ville natale, dans une entreprise qui faisait du composant optique de précision. D'accord. Donc voilà, ça m'a donné l'occasion de repartir sur une activité optique et surtout de quitter la région parisienne et de gagner un bon ciel dans... Voilà, aussi de m'installer pour la première fois, avoir un jardin pour pouvoir mettre mon télescope dedans. Super. Parallèlement à ma carrière d'opticien, j'ai aussi écrit et édité des livres, notamment celui-ci, Réalisez votre télescope, que j'ai auto-édité et coécrit avec ma femme, Karine. C'est un livre qu'on a écrit en 1997. Et attends, je replonge dedans, 293 pages quand même. Ça a pris 6 mois pour l'écrire, ça a été vraiment une étape. Comment tu as eu l'idée de faire un bouquin comme ça? Eh bien, j'étais passionné par la construction des télescopes et la fabrication des miroirs. On en reparlera un petit peu plus tard. Et je voulais partager avec les gens ma passion pour la fabrication des miroirs, à expliquer ce que j'avais appris. À l'origine, quand j'ai commencé, comme tout le monde, j'y connaissais rien. Ah oui. J'ai appris dans un club, à la Société astronomique de France, hein, à l'atelier d'optique de la Sorbonne. Et j'ai appris, et ensuite j'ai travaillé avec d'autres personnes qui m'ont appris encore d'autres choses, et à un moment donné, eh ben, j'ai eu envie de mettre tout ça sur papier. D'accord. Ouais. Donc dans le but de faire partager ton expérience et de montrer aussi un peu ton travail. Voilà. Alors, Réalisez votre télescope, c'était le premier bouquin qu'on a écrit. Et après ça, on a écrit 2 autres livres. En 2000, on a écrit le guide de la Lune. Et en 2001, on a écrit Observer les phases de la Lune. Et après, on a arrêté. C'était trop de boulot. Et parallèlement à ça aussi, parce que j'ai pas qu'un seul métier, j'en ai vraiment plusieurs, eh bien, je fais aussi quelques prestations pour la société HD Airsoft qui édite le logiciel Photomatix Pro. C'est un logiciel qui fait de la photo HDR, donc photo à haute dynamique, qui est notamment utilisé en astronomie pour la photographie des éclipses de soleil. Waouh. D'accord. Moi, j'ai vu que tu étais un peu calé aussi au niveau des photos d'éclipses.
Je me donne beaucoup de mal. Oui. D'ailleurs, pour l'éclipse des États-Unis du 8 avril, j'ai prévu une manip et bien sûr, c'est une manip qui va être photographique et qui va nécessiter l'emploi de la technique HDR pour obtenir des bons résultats. Et il faut savoir que quand je photographie une éclipse avec cette méthode, l'éclipse, ça dure, la totalité, ça dure quoi? 4 minutes. Ah oui. J'en ai pour 4 mois de traitement derrière. Wow. Ah oui, parce que gros boulot et gros projet là. je fais beaucoup d'images et je les aligne à la main en fait. Je les sélectionne et je les aligne à la main. Donc quand il y a 500 images à aligner à la main, ça prend du temps. Ah, j'imagine. Ouais. Nickel. Tu nous as parlé de tout ce que tu as fait avant aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, je profite du soleil. Non, je rigole. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, je profite du beau ciel du Var pour faire l'été des animations d'astronomie. Et l'hiver, je fais de l'optique. J'ai un petit labo d'optique où je fais du contrôle. Je contrôle la qualité des télescopes avec un analyseur de fond d'onde, Schack Hartmann. J'ai repris le matériel de la société Erilab, qui était spécialisée dans l'expertise et le contrôle de la qualité des miroirs de télescopes, des télescopes entiers. Donc ça, c'est ce que je fais hors saison, comme l'hiver en ce moment. Tu vois, c'est l'hiver, il neige. Parce que ça, Il fait juste un peu froid. il fait 25 degrés, mais on est bien en hiver, on est hors saison. Ouais. Et donc voilà, mon activité en ce moment se partage en 2 saisons. Hein, vraiment la saison estivale qui est centrée sur les animations d'astronomie avec le public. On a monté une association avec mes enfants et ma femme qui s'appelle Astro Verdon. Et l'été, on propose dans mon village, à Baudinard, on propose des soirées d'astronomie pour les gens avec une découverte du ciel. J'utilise, on en reparlera plus tard, mais j'utilise principalement mes télescopes. De beaux télescopes. Ouais, un télescope de 600 mm et c'est une belle pièce, hein, et 100 kg. Et puis récemment, un EV-scope qu'on a acheté avec l'association qui fait un malheur. Super. J'ai vu que ça intéressait quand même pas mal de monde parce que l'association, vous avez fait quand même pas mal d'observations. Ouais, on est super. On est très dynamique dans l'association. On en veut et on s'efforce de faire des prestations de qualité. Donc n'hésitez pas à venir nous voir cet été. Allez, si vous êtes. Recommandé à 300%. Mais on fait pas des animations que l'été. On va commencer aux vacances de Pâques. Et dès le mois de mai, juin, on va commencer à faire des soirées. Juillet, août, après, évidemment, tous les soirs. Et là, on va continuer jusqu'en octobre, voire novembre. L'année dernière, on a tourné jusqu'en novembre. Hein. On a eu des écoles. On a des écoles, des jeunes élèves de primaire qui sont venus nous voir le 16 novembre. Et ils ont même fait un pique-nique avant. T'imagines, le 16 novembre, avec courage. Hein. Je salue leur courage. Il y avait des petites 3 ans. Hein. Ah, super, c'est super. Ouais. Si vous êtes intéressé, on vous mettra le contact de Jean-Marc. Et puis allez-y, vous allez passer une soirée de rêve sous les étoiles. Alors Jean-Marc, maintenant qu'on sait qui tu es, on aimerait savoir comment as-tu commencé l'astronomie? Ça remonte à loin maintenant. J'ai commencé l'astronomie en 1986, l'année du passage de la comète de Halley. C'est ça qui m'a donné envie d'observer le ciel. Je me rappelle avoir vu un ciel et espace à l'époque qui titrait sur la comète de Halley. La comète était vraiment très lumineuse à l'époque, très brillante. Et il faut savoir qu'avant de m'intéresser à l'astronomie, j'étais passionné par les fusées. D'accord. 86, on était en plein dans l'exploration de l'espace par la navette spatiale. Je crois que c'est dans début des années 80, avec les premières navettes spatiales, que vraiment j'ai commencé à être passionné par les fusées. D'accord. Donc la navette Columbia en 1981, j'avais 9 ans, mais ça m'a marqué. J'ai commencé à dessiner des fusées à l'époque. Je dessinais des fusées, l'intérieur et tout. J'ai inventé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, ça n'aurait jamais marché, hein. Mais en tout cas, sur le dessin, c'était chouette. Ça me motivait.
Et suite à voilà mon intérêt pour les fusées, pour la technique, pour des choses comme ça. Arrivée de la comète, tu t'es dit. Arrivée de la comète, j'ai demandé à mes parents de m'acheter une lunette astronomique. Donc à l'époque, on était allé au printemps acheter la lunette. T'imagines, c'est quand même pas un magasin d'astronomie. Au printemps à Paris, 1000 francs. La Perlalais 60, une espèce de lunette orange longue comme ça, avec un mini trépied. En fait, c'était une bouse. mais j'ai commencé avec ça et c'était vraiment ma première lunette. Enfin, quand je dis que c'était une bouse, j'ai observé dans... Généralement, le premier instrument sur lequel on se pose, quoi. Mais 1000 francs à l'époque. Putain, ouais. Ouais. C'est comme j'observais depuis un balcon qui donnait sur le Sacré-Cœur, dans le 18e arrondissement. Ouais. Donc, je veux dire, toutes les conditions étaient réunies pour avoir envie d'observer le ciel. Alors, bon, je crois que ma première observation, quand j'ai retrouvé mon petit papier, c'était le Sacré-Cœur. Tu vois, pour... Alors, bon, donc j'ai commencé l'astronomie à Paris, sous un ciel bien difficile, et en cherchant la comète de Halley. Alors, j'ai appris par la suite que la comète de Halley était très basse sur l'horizon, dans la queue du Scorpion, ouais. et complètement invisible déjà de France, et encore en plus depuis Paris. Mais je me souviens que j'étais là, je cherchais, oh, elle est où et en fait, je voyais rien. Il y avait la pollution lumineuse, il y avait les maisons, il y avait pas d'étoiles, et j'ai dû tomber sur Jupiter et sur la Lune. Et là, ça a fait tilt, quoi. Je veux dire, c'est quand j'ai vu la Lune dans la lunette, et je me suis dit, mais là, c'est génial. C'est vraiment ça qui m'a accroché. Et donc, j'ai commencé l'astronomie en ville, et j'ai commencé à garder des traces de mes observations. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les appareils photo numériques, il n'y avait pas les caméras qu'on a maintenant. Et les appareils photo, ça coûtait cher. Donc j'ai commencé avec un boîtier photo tout simple, avec des pellicules photo noir et blanc à l'époque, la Tri-X 400. T'as peut-être pas connu. Non. C'était tout granuleux, c'était le top. Enfin, je veux dire, c'était le top. C'était pour l'astro, c'était vraiment du moment. La pellicule à tout faire, et c'était granuleux, mais au possible, il n'y avait pas de contraste. J'ai appris à développer les films moi-même. Donc il a fallu acheter le matériel pour faire du développement de films, un labo photo pour faire du tirage, etc. Après, j'ai eu un autre film qui s'appelait le TP 2415, le film vraiment spécifique à l'astronomie, qui était beaucoup plus fin. Mais je vais te montrer mes premiers dessins et mes premières photos, tu vas voir comme... Avec plaisir. Tu vas voir comme c'est laid, quoi. Alors, moi, je vais dire un petit mot aux débutants en astronomie. Si vous faites des photos LED au début, c'est pas grave, persistez, continuez. Exactement. Là, vous allez voir mes premiers dessins, mes premières photos. Je les ai encore jamais montrées. La première fois, c'est du... Ouais, c'est de l'exclusivité pour vous, les astromoldus. C'est ça. Vous allez voir où je suis parti. Le chemin est très long. On y va. Alors, voilà mes premiers classeurs. Alors c'est un petit peu, c'est pas vraiment par ordre chronologique, il y a un petit peu de tout. Voilà, par exemple, c'était mon premier stage à l'Observatoire d'Aniane en 1987. Aniane, à côté de Montpellier. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en Normandie, chez ma grand-mère aussi. Premier endroit à la campagne où j'ai observé le ciel. Ah bah regarde cette photo. Bah ça c'est moi au printemps 87. Alors, regarde comment j'étais jeune et beau gosse à l'époque. Beau gosse. Et ma lunette de 60, tu vois, le tube orange. Magnifique. Et j'observais le soleil ce jour-là. Je faisais des dessins des taches solaires. Alors bon, j'ai beaucoup dessiné à l'oculaire de ma lunette entre 86, l'année où j'ai commencé l'astro, et la fin des années 90. Je faisais un peu de photos, mais comme je t'ai dit, à l'époque, les films n'étaient pas terribles. Les films photos, enfin, surtout comparé à ce qu'on fait maintenant en photo numérique. J'ai commencé à faire des photos numériques au début des années 2000. Donc c'est pas dans ces classeurs, c'est plutôt maintenant des choses que j'ai publiées sur Internet, sur mon site. Là, on est vraiment sur tes premiers... Ouais. Voilà, c'est vraiment les premières choses. Ah, ça, c'est parmi mes premiers dessins. Regarde un petit peu comment c'est pas beau. Alors, j'ai utilisé du crayon et de l'encre de Chine pour dessiner au début. J'avais pas trop ma technique. Mes premières photos de la Lune. Mais bon, voilà, ça a quand même une valeur sentimentale.
Cela dit, collector. c'est collector, mais c'est pas beau. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aux débutants, si vous faites une photo moche, faut bien commencer. Hein. Et après, on s'améliore. Et là, c'était pris derrière ma lunette de 60. L'appareil photo, il était plus ou moins tenu derrière l'oculaire par des ficelles. Hein, tu vas voir tout à l'heure la photo qui montre. D'ailleurs, elle est. C'est pas celle-là. Attends, j'ai noté la page. Ah non, ça c'est. Ah non, c'était pour te montrer mes premières photos de la pleine lune. Regarde un peu le grain de la photo. Les films de l'époque, c'est ce qui se faisait de mieux. Enfin, mieux. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Non, mais je te montrerai après une photo où. Le montage. Attends, on va la chercher. Ouais, le montage. Là. Alors ça c'est collector. Ça, c'est collector. Ça, c'est l'appareil photo tenu par des ficelles derrière la lunette. C'est chaud, hein. Alors voilà pourquoi c'était un peu flou au départ. Mais j'avais pas de raccord photo. J'avais pas les moyens de m'acheter un raccord photo à l'époque. Et puis c'était quand même cher. Et après, j'ai quand même progressé. Regarde, celle-là, elle est pas mal. Ah ouais. C'est-à-dire que commence à... Voilà, en fait, je me suis construit une petite tablette équatoriale en bois, un truc où tu tournes une petite manivelle et ça fait bouger l'appareil. Et donc l'appareil était indépendant de la lunette. Et comme la lunette n'était pas motorisée, l'image bougeait et la tablette suivait le mouvement. Donc je faisais bouger l'appareil avec une petite molette en même temps que je faisais la pose et ça me permettait de faire des vues un peu nettes. C'était vraiment un truc de fou. Voilà. Alors ça c'est mes premiers dessins de ciel profond faits à la lunette de 60. Là, je crois que ça doit être la nébuleuse d'Orion. Ça, je sais pas. Ça doit être M43, la petite nébuleuse qui est à côté. Ouais, c'est pas une tache de café, ça? Non, M42. Oui, ça doit être la galaxie d'Andromède. Andromède, ouais. Ça, je sais pas. Et ça, c'est la l'amas d'Hercule. Voilà, tu vois, pour dire, au début, j'étais motivé. Hein. Alors, j'ai quand même eu... Bon, c'est vrai que c'est pas beau. Hein. Donc, à l'origine de mes dessins, j'avais la chance de pouvoir observer à la campagne, chez ma grand-mère qui habitait pas loin d'Évreux, en Normandie. Et j'avais l'œil aiguisé et bien transparent à l'époque. Hein, et la petite lunette de 60 m'a quand même permis de découvrir ces premières cibles en ciel profond. Alors, tu vas voir, si tu parcours le classeur, ça va s'améliorer au niveau qualité. J'ai commencé par les objets de Messier. Ah, ça, c'est la première photo. Alors, mes premiers dessins de ciel profond, qui n'ont pas été faits dans la lunette de 60, mais qui ont été faits à l'observatoire d'Aniane, dans un télescope de 210 mm et dans un 310. En 87 et 88, durant les 2 étés de suite, j'ai participé à des stages d'astronomie organisés par l'AFA. Hein, il y avait la publicité dans Ciel et Espace à l'époque, et mes parents m'ont envoyé là-bas, merci à eux, pour faire de l'astro avec des télescopes qui, à l'époque, pour moi, c'était des trucs monstrueux, hein, 200, 300 mm, c'était la folie. Et ça m'a permis de voir des détails sur les galaxies, les dentelles du cygne. Pour la première fois, je voyais des choses que je n'avais jamais vues dans ma lunette. Et suite à ces stages d'astronomie à Aniane, quand j'ai repris ma lunette de 60, après, j'ai vu des détails dedans qu'avant, je voyais rien. Alors qu'avant, je voyais juste des taches floues. Et c'est marrant parce que j'ai pris une claque là-bas à l'observatoire d'Aniane. C'était vraiment fantastique. Tu allais vraiment dans le détail. Ouais. Et après, quand j'ai repris ma lunette de 60, ça c'est la nébuleuse M42 dans ma lunette de 60, après avoir observé dans les télescopes à Aniane. Le fait d'avoir mis l'œil dans un télescope de grand diamètre, ça m'a vraiment montré des choses. Enfin, ça m'a permis de m'améliorer en observation. Ça, c'est un dessin de la Voie lactée fait à l'œil nu. Super. C'est marrant, hein? Ouais. Et j'ai rencontré des gens. Avec toutes ces annotations. Extraordinaire, splendide, la nébuleuse M42. Pourtant observée par temps brumeux, le 25 décembre 87. Et ouais. J'ai noté tout dans mon petit carnet. Là, on a quelque chose de collector. Hein. Ouais. Alors, il y a principalement du dessin, hein, parce que tu as bien compris que la photo, c'était compliqué. J'ai quelques photos de filets d'étoiles, comme ça, où on voit les étoiles qui se déplacent. M42, là. Voilà. Et j'ai commencé à dessiner sur du canson noir, et puis après, j'ai continué à faire des observations sur canson. Ouais. Et à l'observatoire d'Aniane, là, pendant les étés 87 et 88, c'est marrant parce que j'ai rencontré Guillaume Canat,
qui était animateur à l'époque dans cet observatoire. Et maintenant, Guillaume Canat, il est connu pour éditer chaque année le Guide du ciel. Du ciel, ouais. Et c'est marrant, on a fait connaissance à ce moment-là. C'est rigolo de retrouver les mêmes personnes après. Et Guillaume, je lui ai retouché son miroir de télescope il y a quelques années, un 760 mm de diamètre. Comme quoi, hein, le monde de l'astronomie est vraiment petit. Ouais. Alors en 89, après, je me suis inscrit au club Jean Perrin, le club d'astronomie du Palais de la Découverte à Paris. Je ne sais pas si ça existe encore. Et j'ai fait des observations qui ne figurent pas dans ce classeur, mais dans un autre que j'ai à la maison. J'ai commencé à faire des observations à l'observatoire de la Sorbonne avec une lunette de 153 mm de diamètre à l'époque. Et c'était mon premier club d'astro. On se réunissait le soir, au Palais de la Découverte, et on profitait de la galerie consacrée à l'astronomie. Il n'y avait pas de visiteurs, hein, c'était après les horaires de fermeture, donc il y avait toute la galerie avec l'exposition astro et le planétarium, et on se faisait des séances de planétarium privées entre membres pour les membres du club. C'était vraiment génial. On pouvait aller explorer le ciel, même le ciel austral dans le planétarium, et on apprenait plein de choses. Et donc c'est là que j'ai découvert la lunette de 153 mm sous la coupole de la Sorbonne. Et la première fois que j'ai observé la planète Mars et la Lune dans cette lunette, j'ai été subjugué par la qualité des images et le niveau de détail. C'était un autre monde. Ça, c'était ce que je faisais de mieux en dessin à l'époque, de cratère de la Lune. J'ai quand même progressé entre les premiers dessins que je t'ai montrés et puis ceux-là. Il s'est passé 2 ans, voilà, donc 2 ans de pratique. Et regarde, photo de la Lune au début de... Incroyable, ouais. Voilà, et ce que j'ai fait de mieux avec ma lunette de 60 sur du TP2415 à l'époque. C'est pas du numérique, hein, c'est bien de l'argentique. Avec le matériel de l'époque, c'est quand même hallucinant. Ouais. C'était chouette. Ouais. Ah, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai retrouvé un vieux papier. Alors, bon, vieux, il date de 86. Hein. Eh bien, d'un côté, c'est mes toutes premières observations. Le lieu, la date, le sujet. Par exemple, la première fois que j'ai mis l'œil dans ma lunette de 60, le 21 juin 1986, à 15h31 exactement, à Paris, j'ai pointé le Sacré-Cœur à 20 fois de grossissement pendant 20 minutes. Voilà. C'est marqué là. On a la preuve. Hein. Ouais. On a la preuve. Et ma première observation astro, eh bien, figure-toi, alors il ne faut pas le dire, hein, parce que c'est fortement déconseillé, eh bien, c'était le Soleil. Ah. Oui, la toute première chose que j'ai observée, c'est le Soleil. Alors que c'est l'astre le plus dangereux. Ouais. Alors il y avait un filtre évidemment, mais c'est quand même... Tu as pris des risques quoi. Voilà, j'ai observé le Soleil pendant 30 minutes. Voilà. Et puis après, j'ai observé les étoiles. J'aime bien celle du 21 juin 86, toujours le même jour, à 23h30, à Paris. Ciel gris, je n'ai pas vu d'étoiles. Voilà, ma première observation du ciel, c'est résumé à « je n'ai pas vu d'étoiles ». C'est très détaillé, vous la mettrez en copie, vous verrez, c'est plus humain. J'aurais pu décider ce jour-là d'arrêter l'astro et de me dire « mais c'est pourri, on voit rien ». Et ben non. Donc j'ai quand même observé le soleil, j'ai commencé par le soleil, c'est quand même ce qu'on voit le mieux à Paris, et après la lune qui a suivi évidemment. Et il y a une autre observation qui est marrante, datée du 26 juin, où j'ai mis... Je croyais avoir vu Vénus. En fait, non, c'était une étoile. Enfin, ça, je l'ai rajouté après. Je pensais observer Vénus et c'était une étoile floue parce que j'avais trop grossi dans la lunette. Pas de bol. Ouais. Et première observation de Vénus, tiens, ben voilà. Il a fallu que j'attende le 20 septembre 86 pour voir Vénus. Parce qu'avant, je pensais voir Vénus, mais c'était pas ça. C'était pas elle. C'est pour dire mon niveau d'astro à l'époque. Hein. Et bon, première observation de la Lune, tiens, le 10 juillet 86, ça veut dire que pendant 3 semaines, j'ai pas pointé la Lune dans ma lunette. Qu'est-ce que tu avais fait pendant ces 3 semaines-là? J'ai observé la voisine. Ah. Voilà. Là, j'ai regardé le soleil, c'est quand même fou. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai commencé à regarder C'est fou, à cet âge-là, de marquer ces observations. De nos jours, on fait plus ça, quoi. Non, maintenant, on a Instagram, on a Facebook. Alors, finalement, c'est l'informatique qui a notre mémoire. Mais à l'époque, si j'avais pas noté, je m'en rappellerais plus. Et il y a un truc que j'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps, parce que j'ai pas encore tout vu dans le ciel, c'est les aurores boréales. Il a fallu que j'attende 2015 pour voir ma première aurore boréale. Quoi, on en apprend encore. Ouais. Et y a-t-il encore des choses que je n'ai pas vues?
Je pense. Sûrement. Je pense. Oui. Alors maintenant, je vais te parler des débuts de l'optique. Parce que je me suis donc intéressé à l'astronomie, comme tu l'as compris, grâce à la comète de Halley. Et maintenant, je suis opticien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh oui, je t'ai pas dit. Eh non. Il s'est forcément passé un truc. Alors, j'ai découvert, comme je disais juste avant, le club Jean Perrin du Palais de la Découverte à l'époque, et on faisait une observation par mois à l'Observatoire de la Sorbonne, à Paris. Et il se trouve qu'à l'Observatoire de la Sorbonne, il y a donc une coupole avec une lunette, et il y a un atelier d'optique. L'atelier d'optique de la Société astronomique de France. Et à l'occasion d'une soirée du club Jean Perrin, on est allé voir cet atelier d'optique. Je me souviens encore, c'est une image qui m'a vraiment marqué. On rentre dans cette pièce qui était complètement fumée. Parce qu'à l'époque, on fumait encore à l'intérieur. Ouais. Hein. Il n'y avait pas encore l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ouais. Et je me souviens de cette soirée où je rentre dans ce lieu enfumé avec deux gars en train de fumer et de polir du miroir. Et à l'époque, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'était l'atelier où j'ai appris à faire des miroirs de télescope. Et après, c'est devenu ma passion. Donc c'est là où tu t'es vraiment intéressé à ça, quoi. Et oui. Donc à l'époque, j'ai rencontré le Gauthier Philippon, qui était le président de la commission des instruments de la Société astronomique de France. Donc à l'époque, j'y connais rien, hein. Je débutais en astronomie, j'apprenais des choses et j'étais en plus timide, très intimidé par ces gens. T'es arrivé dans ce milieu-là, donc tu savais pas trop. Ouais. Et en discutant avec eux, et j'ai découvert qu'on pouvait fabriquer son miroir de télescope. Alors de ma lunette de 60, j'avais observé à Agnan dans des télescopes de 200, 300. Et je regardais dans la lunette de 153 mm de l'observatoire, j'avais des détails fantastiques. Donc je voyais qu'il y avait un gain énorme. Et là, je me rends compte d'un seul coup qu'on peut fabriquer son miroir de télescope. Et je crois que ça n'a pas pris très longtemps. J'ai décidé de faire mon télescope de 200 mm. Parce qu'à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher de fabriquer son télescope soi-même. Je crois qu'il fallait compter à peu près 1000 francs pour faire un télescope de 200. Donc le prix que ça t'avait coûté pour la lunette 60, ouais. Je crois que c'était à peu près l'ordre d'idée. Et donc, bingo, pas plus tard qu'au printemps 89, je vais à la Société astronomique de France. J'emprunte la construction du télescope d'amateur de Jean Texeiro dans la bibliothèque de la SAF. Je fais mes plans. Je m'inscris à la SAF, je vais tous les mardis, tous les samedis gratter du verre parce que j'avais quand même j'avais une date limite et il fallait que je sois prêt pour les vacances parce que les vacances, j'allais observer en Normandie et je voulais absolument avoir mon télescope de près. Donc j'ai gratté du verre pendant 3 mois sans relâche. J'ai fini par terminer mon miroir de 200 à l'époque et construire mon Newton. J'ai trimballé tout ça par le train après. Je le referai plus maintenant. Hein. Ouais. Et je suis arrivé, j'ai fini de bricoler le télescope là-bas dans l'atelier de mon grand-père. Et j'ai observé, ma première observation, ça a été Saturne, pendant l'été 89 et à 500 fois de grossissement. C'était vraiment la plus belle récompense après ce travail. Surtout que c'était ton télescope, quoi. Celui que tu avais fabriqué. Donc, et oui. Ouais. Ouais, tu t'imagines. Alors, j'ai pas le livre de Texeiro, mais j'ai ramené un des livres avec lesquels j'ai commencé. Ça s'appelle Lunettes et télescopes de Danjon et Couder. Parce qu'à cette époque-là, tu n'avais pas non plus toutes les vidéos internet pour t'aiguiller. Rien du tout. Alors, c'était un travail de bibliothécaire à l'époque. Voilà. Un livre où plein de choses sont expliquées sur la fabrication des lunettes, des miroirs, le contrôle, les oculaires, les principes, des calculs, etc. Et aidé du livre de Texeiro, la Bible qui avait quand même été écrite en 1961, j'ai construit tout ça. Il n'y avait pas eu de livre sur les télescopes depuis 1961. C'est pour ça qu'après j'ai fait. Tu as eu l'idée de faire réaliser votre télescope. Super. Lunettes et télescopes, théorie, conditions d'emploi, description, réglage. Ça, c'est du livre. C'est pas du tout. Il n'y a pas d'image. Si, il y a des images. C'est pas un livre drôle à lire. Hein. C'est vraiment de l'optique. Une fois qu'on a
Quand on est plongé là-dedans, on devient savant, hein, mais c'est dur. Bon alors Jean-Marc, on sait qui tu es, on sait comment tu as commencé l'astronomie, mais on ne connaît pas encore ton parcours dans l'astronomie. Qu'est-ce que tu as fait? Un grand soupir, tellement il y a de choses à dire. Alors je vais résumer, hein, parce que sinon on y a encore demain. Je t'en prie. Bon, j'ai vraiment commencé à me spécialiser à partir du moment où j'ai rencontré Gauthier Philippon à l'Observatoire de la Sorbonne. Ça a été un peu comme ton mentor, quoi. Exactement, ouais. Ça a été un petit peu mon mentor. Malheureusement, il est décédé depuis, mais il a su m'insuffler cette passion et pour l'optique que j'ai encore maintenant. D'accord. Bon, il se trouve que j'étais minutieux, j'aimais la précision. À l'époque, je faisais des maquettes, je faisais du dessin, vraiment. C'est quand même bien dans ce genre de... Oui, de petits détails. J'aimais regarder le mécanisme des montres, des choses comme ça. Et finalement, l'optique, ça a été... c'est quand même un métier de précision, donc l'optique, ça a été naturel pour moi. Enfin, ça a été naturel. À la fin du lycée, j'ai fait un bac C à l'époque. Un bac C, c'est maths physique. D'accord. Ça n'existe plus, maintenant c'est S, terminal S. Ouais. Bac scientifique, je me destinais à plutôt un travail dans l'astrophysique. J'étais intéressé par l'astronomie et ce que j'avais prévu de faire, mais sans vraiment conviction, c'était de faire de l'astrophysique. Donc je savais que j'avais besoin d'un bac scientifique. Et ensuite, je me suis inscrit à la fac parce que je devais faire 2 années de DUG et ensuite une licence de physique pour ensuite faire un doctorat et passer donc présenter une thèse pour être chercheur. Bon, mais c'est pas du tout la voie que j'ai suivie, pas du tout. Tu as commencé et puis tu t'es très vite aperçu que c'était pas... Voilà. Alors, je vais le dire, mais maintenant il y a prescription. J'ai fait 6 mois de DUG à l'université Pierre et Marie Curie. Je sens qu'il va dire un truc... Ouais. Et après, j'ai lâché complètement. Les 6 autres mois, j'ai séché les cours. On y est, ça y est. On y est. J'avoue, j'ai séché les cours de l'université et j'ai passé mes après-midi à l'Observatoire de la Sorbonne, qui était à 3 stations de métro de la fac, à observer le Soleil, Vénus, les planètes en plein jour et faire du développement photo et du polissage de miroirs. J'avoue. Okay. Bah écoute. Bon, il y a prescription maintenant. C'est fait. Voilà, c'est fait, c'est dit. Voilà. Cela dit, ça m'a montré que c'était pas ma voie finalement l'université. Et c'est Gauthier qui m'a dit un jour, mais dis donc, si tu faisais optique. D'accord. Et là je me suis dit oui, voilà, optique. Donc il m'a encouragé à m'inscrire à l'école d'optique Fresnel et il m'a aidé à monter le dossier parce qu'à l'époque il fallait faire une lettre de motivation, un dossier et tout. Et comme j'avais fait des travaux, un peu comme je t'ai montré, j'avais déjà, à l'époque, c'était en 90, hein, j'avais même des photos publiées dans les magazines d'astronomie. D'accord. Eh ben, j'ai tout rassemblé. J'avais une pochette qui faisait au moins 5 mm d'épaisseur de papier, il y avait au moins 30 pages. Une lettre de recommandation donc de Gauthier, le président de la commission des instruments de la SAF, ça faisait bien. Hein. J'ai tout envoyé au lycée Fresnel et ils m'ont pris. Et là, écoute, ça a été ma voie. J'ai fait de l'optique, un BTS, et puis c'était parti. Donc, donc après, je me suis rendu compte que j'allais pas travailler dans l'astronomie directement, mais que je pouvais travailler dans un domaine qui était proche de l'astronomie, qui tournait autour de l'astronomie. Gravite, et j'ai fait toute ma carrière comme ça. Je n'ai pas commencé à travailler tout de suite après avoir obtenu mon diplôme en 93. On faisait encore le service militaire à l'époque. Et moi, j'avais pas envie de faire mon service, donc j'ai demandé à être objecteur de conscience à l'époque, parce que j'avais une association d'astronomie à l'époque basée à Puy-Michel, dans les Alpes de Haute-Provence, qui m'avait proposé un poste. C'était développer l'interférométrie amateur. Bon, ça n'a jamais marché. En tout cas, donc j'ai fait objecteur de conscience et pendant 6 mois, je suis resté à Puy-Michel, principalement à faire des observations et des photos du ciel. Voilà, c'était trop bien. D'accord.
Et après, vu que le projet a capoté, j'ai fini mon service civil. Donc j'ai fait, c'était 20 mois à l'époque. Donc j'ai fait la deuxième moitié à Paris à la Société astronomique de France. C'était bien aussi. Et mon premier métier n'était pas du tout en rapport avec l'astronomie. J'ai été embauché pour mon premier métier chez Mélès-Griot. C'est une entreprise qui fabriquait à l'époque des composants optiques à Saint-Quentin en Yvelines, et j'ai commencé le métier par la fabrication et le contrôle de composants. Donc là, c'est rien à voir avec l'astronomie parce que c'était plutôt dédié à des... Ah, rien à voir avec l'astro. Alors on faisait, je me souviens aussi, des composants pour l'Observatoire européen austral. On faisait des filtres à l'époque. Mais sinon, les clients, c'était principalement les militaires, c'était le CEA, c'était des composants pour l'industrie scientifique, ou la recherche. Voilà. Donc là, dans ta carrière, on peut dire que c'est pour l'instant, c'est le métier qui t'a fait un peu, on va dire, prendre un peu de distance avec l'astronomie. Parce qu'après, tous tes autres métiers vont graviter un petit peu plus en rapport direct avec l'astronomie. Alors, non, pas tout de suite. Disons que ça m'a permis de... Alors, question con. Ah, c'est dur, hein. J'ai travaillé indirectement loin de l'astronomie, mais disons que tout ce que j'apprenais au cours de ces métiers m'ont servi après. Soit à apprendre soit pour ma culture générale en ce qui concerne par exemple l'optique théorique. Alors par exemple ou alors pour la fabrication optique. Quand j'ai travaillé chez Mélès-Griot, mon premier employeur, j'ai fait du contrôle. Donc j'ai appris à me servir d'un interféromètre, j'ai appris ce que c'était que la précision, j'ai vu comment on fabriquait des composants d'optique. Et ça m'a apporté un complément par rapport à ce que je faisais à l'atelier de la Société astronomique de France. Après, j'ai travaillé chez Thales Optronics, dans un labo où on manipulait des lasers infrarouges. J'ai appris d'autres choses. Tout le domaine de l'infrarouge, par exemple, qu'on utilise un petit peu moins en astronomie, mais ça m'a permis de connaître des choses. Donc, chaque métier que j'ai fait ont permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine que tu voulais. Voilà. À un moment donné, en 2003, je me suis mis à mon compte. Avec mon ex-femme à l'époque, on a créé la société Astrotélescope. Là, j'ai quitté Thales Optronics. J'aurais pu faire carrière, hein, j'aurais pu encore aujourd'hui travailler comme opticien. Je serais devenu ingénieur chez Thales et il me resterait plus que 12 ans à faire avant la retraite. Mais là, c'est mal barré. Là, je pense que je vais mourir sur scène comme les rockers, tu vois, comme les Rolling Stones. C'est bien aussi. Ouais. Et en 2003, je quitte Thales Optronics à la plus grande surprise de mes collègues qui me disent « Mais t'es fou, Thales c'est bien, t'as un job assuré et tout. » Non, moi je vais faire des miroirs. Voilà, donc je me suis lancé dans un boulot d'artisan et j'ai commencé à faire des miroirs pour les amateurs. Et ça a duré 6 ans. Pendant 6 ans, j'ai fait une centaine de pièces optiques, du petit miroir de 50 mm au gros miroir de 800 mm. En passant par des lentilles. J'ai fait une lentille de coronographe de 180 mm de diamètre pour l'Observatoire du Pic du Midi, pour le coronographe Climso, qui fait des images tous les jours. Et ça marche bien, je suis content. J'ai au moins une optique qui fonctionne, qui montre les protubérances du soleil. C'est une petite fierté. Après, j'ai aussi beaucoup voyagé. Ça, c'est en parallèle de mes métiers. Et je me suis pris de passion pour les éclipses de soleil. En 2001, par exemple, mon premier grand voyage, ça a été la Zambie, pour aller observer l'éclipse de soleil du 21 juin. Comme tout le monde à cette époque, j'ai essayé d'observer l'éclipse de 99. Tu sais, c'était... depuis que j'étais jeune, j'entendais parler de l'éclipse de 99, et puis en 86, quand j'ai commencé l'astro, il restait 13 ans. C'était loin. Puis après, ça s'est rapproché, puis à un moment donné, on est arrivé en 99.
t'es dit, ça y est, c'est le moment. Ça y est, je vais voir ma première éclipse. Alors en famille, on est allé à Laon, ou Lan, je sais plus comment ça se prononce. Je voudrais pas faire bondir les Picards. Bon, moi je dis Laon. On dira Laon. Laon. Je crois que c'est Lan, mais je suis pas sûr. Mettez dans les commentaires si vous savez Aidez-nous un petit peu. ouais, comment ça se prononce. Bref, j'étais là-bas, en Picardie, sur la plein milieu de la ligne de centralité, et ben il y avait des nuages. Il y a eu des nuages, c'était vraiment pas de bol. Bah, pas de bol. Ouais. Je me souviens, on avait pris 2 hôtels à l'époque, un là-bas à Laon, et un autre hôtel à Dieppe. Et en se disant, on décidera, on décidera au dernier moment. Et puis au dernier moment, on s'est dit non, c'est trop risqué. Près de la mer, il va y avoir des nuages. Et donc, j'ai filé ma chambre d'hôtel à quelqu'un d'autre la veille, et c'est lui qui avait l'éclipse. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Ah. Il a fait beau à Dieppe, ça s'est découvert. Donc j'ai pas vu l'éclipse, je l'ai vu sous les nuages. C'était une éclipse éclipsée. D'accord. C'était impressionnant, il a fait nuit, c'était noir. Hein. Et du coup, 2 ans après, en 2001, je vois un voyage éclipse qui est organisé par Nouvelles Frontières et la librairie Uranie. C'était Hervé Burilier à l'époque, que j'avais connu à la Maison de l'Astronomie. J'étais client dans les années 90. Hein. Ils organisaient un voyage éclipse, un voyage éclair de 3 jours, uniquement pour des astronomes amateurs. C'est-à-dire, ils ont affrété un vol de la compagnie Corsair à l'époque, un 747, rempli d'astronomes amateurs. Alors, en rigolant maintenant, je dis que si l'avion s'était écrasé, bah, l'astronomie française aurait perdu les 9/10 de ses membres à l'époque. Il y avait tout le monde, tous les gens connus de l'époque. Je retrouve encore maintenant des gens qui étaient dans le même avion que moi et dont j'ignorais le nom. Et sur les photos de l'époque, des fois, je les montre et puis on me dit « Ah, mais c'est moi là, ah bah là, c'est moi !» Et donc j'ai vu cette éclipse en 2001 et j'ai stressé à mort parce que j'avais peur de pas la voir. Pourtant, il faisait beau. Il y avait un grand ciel bleu, comme aujourd'hui, mais encore plus bleu. Mais 0 nuage. Hein. Et jusqu'à 5 minutes avant l'éclipse, j'ai stressé. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, il n'y a pas de nuage qui va se pointer. Et je l'ai vu. Et j'ai pleuré la moitié de l'éclipse. Et j'étais dégoûté parce que je voyais plus rien. Et c'était trop bien. Suite à ça, en famille, on est allé voir d'autres éclipses. On a décidé de caler nos vacances sur les dates des éclipses. Donc on a fait une annulaire en octobre 2005 à Madrid. On a fait la totale en mars 2006 en Turquie. Genre une semaine avant, hein, on prend l'avion, un low cost. En Turquie au mois de mars, en plus, on s'est payé un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, mais pas cher. Et on a vu l'éclipse sur la plage, c'est malade. Après, j'ai eu la chance qu'on me paye un voyage en 2010 pour aller à l'île de Pâques. Wow. Ouais, j'avoue. Belle destination, ouais. Là, je fais une pause parce que ça, c'était un grand moment. On en reparlera après. L'île de Pâques, j'ai emmené 70 kilos de matériel à l'époque dans 2 valises. J'ai payé une surtaxe, même pas, t'imagines le prix de la surtaxe des bagages. Et on m'a même volé une valise après au Chili. Enfin, j'ai perdu une partie de mon matos. Heureusement, j'ai pas perdu les photos. Et ça a été fabuleux. D'ailleurs, enfin voilà, la photo, on montrera la photo. Hein. Je regarde la photo de l'éclipse que j'ai faite à l'île de Pâques. Elle est trop belle. Franchement, c'est ma fierté. 4 minutes d'éclipse, 4 mois de traitement après pour obtenir ça. Ouais, donc du boulot. Voilà. En 2012, on est allé en Australie en famille pour voir une éclipse encore, on l'a vu. En 2017, je suis allé aux États-Unis, au Kansas, revoir une éclipse. T'as roulé ta bosse, quoi. Ouais, 2019 au Chili. Et là, la prochaine, avec Fabien d'Astro Big Bang, eh bien, au Texas. Et à l'heure actuelle, à l'heure où tu publies cette vidéo, personne ne sait si il va faire beau ou pas.
Dis donc, j'ai une anecdote à te raconter au sujet de mon embauche à la Maison de l'Astronomie. J'aime bien les anecdotes. En fait. T'aimes bien les anecdotes? Ouais. Ouais. Alors, je t'avais dit tout à l'heure que j'ai vu une annonce et j'ai répondu à l'annonce parce qu'ils cherchaient quelqu'un au magasin Jumelles. D'accord. Voilà. Donc j'envoie mon CV. Dans la journée, je reçois la réponse. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec le patron Yves Delay qui m'embauche. D'accord. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. C'est moi qui ai mis une condition à l'embauche. Oula. Oui. On peut savoir la condition? Ouais. C'était en 2010. C'était que j'aille voir l'éclipse à l'île de Pâques. Ah. Parce que je leur ai dit, mais moi je veux bien travailler pour vous, mais j'ai déjà pris mon billet d'avion pour aller à l'île de Pâques. C'est une opportunité. C'est une opportunité unique. En plus, on me paye mon billet. Et alors que je venais d'être embauché, genre 2 mois après, je partais au Chili. Normalement, ça se fait pas. Eh ouais. Donc là, je leur ai dit, si vous me laissez pas mes 2 semaines de congé pour aller voir l'éclipse, je travaille pas pour vous. Et ils m'ont pris. Et tu devais être très très bon alors. Je sais pas, mais c'est cool. Et surtout que ça t'a amené à aller à l'île de Pâques et à vivre une expérience fabuleuse. Ouais. À l'époque, c'est la société HD Airsoft qui édite le logiciel Photomatix qui m'a sponsorisé pour aller là-bas. J'en profite encore une fois pour les remercier pour cette expérience unique. Ok Jean-Marc. Donc maintenant, tu vas nous parler un peu de tes futurs projets. Alors déjà, est-ce que tu en as? Oui. Et peut-on les connaître? Alors, j'ai le projet de me remettre à la fabrication optique. Donc voilà, c'est officiel. Je n'en faisais pas de publicité, mais maintenant, vous savez que je me remets à faire des miroirs. D'accord. Voilà, parce que j'ai fait une longue pause dans cette étape de ma carrière professionnelle, une longue pause durant laquelle je n'ai pas touché à des miroirs, parce que j'ai fait autre chose, hein, et puis là, je m'y remets. T'as le miroir qui te titille un peu, quoi. Voilà, j'ai le miroir qui me gratouille. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'acheter un miroir, un disque de verre de 1 mètre de diamètre, il y a 2 ans. Ouais. Je l'ai trouvé aux États-Unis sur des petites annonces. Et j'ai fait le déplacement. Je suis allé en Virginie du Sud pour voir ce miroir, pour vérifier s'il était en bon état. Et je l'ai acheté. D'accord. Et ensuite, il m'a fallu attendre 5 mois pour qu'il arrive pour le rapatrier. Et pour l'instant, il est dans une caisse en bois, dans un endroit gardé secret. Oula, très secret. Et j'attends d'avoir un local et une machine à polir suffisamment grande pour pouvoir le travailler. Mais en attendant, là, je commence à constituer mon atelier d'optique. J'ai fabriqué une machine à polir. Okay. Parce que celle que j'avais à l'époque, l'astrotélescope, je l'ai vendue évidemment. Ouais. Donc là, je suis en train de terminer ma machine à polir. J'ai des commandes de miroirs pour recommencer cette activité. Et mon projet, c'est de faire des miroirs pour les industriels ou les professionnels, notamment le secteur spatial qui se développe en ce moment au niveau des communications terre-espace. Et donc, je me relance là-dedans. Comme un service à la nation que tu fais aussi en même temps. Voilà. À la nation, où je ne sais pas si mes futurs clients seront uniquement français. Oui, peut-être qu'il y aura la NASA indirectement, va savoir. En tout cas, ils auront de beaux miroirs, ça c'est sûr. Ouais, et ça va être voilà. Donc à l'heure actuelle, j'espère que ça va se faire. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce que j'envisage dans l'année qui vient. D'accord. Voilà. Les animations d'astronomie, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, il faut passer à quelque chose de plus pérenne dans le temps. Dis donc, le miroir d'1 mètre, c'est quand même un sacré projet. Est-ce que tu t'es défini une date pour le finir? J'ai pas encore de date, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Parce que ça fait partie de mon projet professionnel de faire ce miroir d'1 mètre pour montrer que je suis capable d'en faire un. Que pour l'instant, le plus gros miroir que j'ai fait, c'est 800 mm. Et dans la classe 1 mètre, on change vraiment de monde parce que c'est un miroir qui fait quand même 230 kg. Alors que les 800 que j'ai fait, ils faisaient 50 kg, on pouvait encore les transporter à la main. Donc quand j'aurais réussi à faire ce miroir d'1 mètre, que je l'aurais terminé, que j'aurais fait des images avec et qui sera en démonstration,
Eh bien, je pourrais dire aux clubs d'astronomie, je pourrais dire aux industriels, ou je pourrais dire aux... Voilà, les industriels, c'est par exemple ceux qui fabriquent des télescopes pour la surveillance spatiale. Hein. Je pourrais leur dire, bah moi maintenant, J'ai réussi à faire le, voilà, le miroir de 1 mètre. je suis sur le marché, je sais faire du 1 mètre. Bah écoute, je te le souhaite. Et je suis sûr que tu y arriveras. Bah merci. Mais je vais pas frotter tout seul avec mes petites mains. Hein. Je vais venir avec toi. Mais je t'inviterai quand le 1 mètre sera terminé. Avec grand plaisir. Soit je l'amène ici et Ouais. t'observes avec, Alors, ou comment soit... tu l'amènes? Comment on transporte d'ailleurs un miroir de 1 mètre? Alors, eh bien, il faudra que le télescope soit sur une remorque. D'accord. Ouais, parce que je vais pas le mettre dans le coffre de la Dacia. Ça va pas rentrer. Non, ça rentre Non, pas. non. Même si le coffre fait 1 mètre, ça va poser problème. D'accord. Et en Hein. termes de poids, je pense que tu as dit tout à l'heure, mais en termes de poids, un miroir de 1 mètre, ça représente combien en poids? 230 kilos. 230 Alors, kilos. Bon. Ouais. Ah. Je vais un peu l'alléger parce qu'il est un peu épais. Mais il va encore peser, à mon avis, il va peser 150, 180 kilos à la fin. D'accord. Mmh. Ouais, donc remorque minimum. Ouais. Jean-Marc, peux-tu nous parler du matériel que tu as eu et que tu as possédé durant ces 40 ans dans l'astronomie? Je suis si vieux que ça. Franchement, je préférerais qu'on parle en année saturnienne. Ah, si tu veux, ouais. Tu Donc, sais, ça représente combien? Eh ben, Saturne met 27 ans à faire un tour du Soleil. D'accord. Donc ça fait 1 an et demi que je fais de l'astronomie en année saturnienne. On va dire ça comme ça. Ouais, je me sens moins vieux. Allez. Alors, j'ai commencé avec une lunette Perle 60 Oui. au tout début. Ensuite, je me suis construit un télescope de 200, un Newton ouvert à 5, Donc, c'est quand même passé d'une lunette à 60 à directement un 200 un 200 que j'ai fabriqué moi-même. en plus. Ensuite, j'ai fait un 250. C'est Oh. celui qui est en couverture du livre Réalisez votre télescope. Après, j'ai construit d'autres télescopes dont je n'ai pas fait les miroirs parce qu'à l'époque, j'étais quasiment... je fréquentais vraiment tellement souvent l'atelier d'optique de la Société astronomique de France que D'accord. je faisais partie des murs ou des meubles. Donc, Ok. je faisais partie des meubles plutôt. Ouais. Et Gauthier polissait des miroirs et moi, je fabriquais les télescopes et je les empruntais en quelque D'accord. sorte. Donc comme ça, on a fait des 250, plusieurs, on a fait des 300. Après, j'ai fabriqué des télescopes dans le cadre d'astrotélescopes. Alors, c'était pas vraiment les miens, c'était ceux des clients, mais j'observais, avant de livrer un télescope, j'observais dedans. D'accord. Et alors, je me suis fait quand même des instruments pour moi à l'époque. J'ai fait un 300 de qualité exceptionnelle que j'ai vendu à un ami et que j'ai récupéré des années après. D'accord. Et donc, je l'ai actuellement, c'est mon 300. C'est mon meilleur télescope, c'est la meilleure optique que j'ai jamais faite. D'accord. J'ai fait un 400 à l'époque. Je me souviens avoir observé non loin d'ici, à l'observatoire du Pic d'Iffé, hier, avec ce 400. J'ai observé les satellites de Mars, Phobos et Deimos à 600 fois de grossissement. C'était démentiel. Alors, faute de place, j'ai longuement observé avec en région parisienne, mais faute de place, j'ai dû le revendre. Après, j'ai beaucoup fréquenté les JOA. JOA? Ouais, Qu'est-ce que c'est? les joies. Les journées de l'occasion amateur. D'accord. Voilà. À Lyon, ça se tient une fois par an. Et c'est une espèce de brocante de matériel amateur. Ok. Alors depuis quelques années, je me suis interdit d'y retourner parce que je suis trop tenté. Ah. Ouais, c'est comme une boulangerie avec des gâteaux. Tu vois, tu passes devant et à un moment donné, tu craques. Ouais. Sauf que là, les télescopes, ça coûte un petit peu plus cher. C'est pas donné, ouais. Donc j'y allais tous les ans à cette époque et j'ai craqué pour des télescopes. Alors j'achetais d'occasion un C8 que je revendais l'année suivante. Et l'année suivante, j'achetais un Myolon 180 que je revendais l'année suivante, etc. Donc j'ai eu quand même pas mal d'instruments. J'ai un peu perdu la liste. Après, je me suis fait un 500 mm Ouais. que j'ai revendu il y a quelques semaines. Et j'ai accueilli un 600 mm. Là, j'ai un 600 actuellement, ouvert à 3.3, que je n'ai pas fait, qui appartenait à un amateur, Rolf Arcan, qui m'a vendu son télescope et que j'utilise actuellement l'été pour faire les animations à Bodinard. Alors, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu m'as dit sur le 300 mm que tu avais fait, que tu avais une optique exceptionnelle. Pourquoi celui-là en particulier?
Et qu'est-ce que ça change? Tu peux faire plusieurs télescopes de 300 et il y en a un qui va se détacher du lot. Qu'est-ce qui fait que il y en a un qui peut être exceptionnel et d'autres Eh ben, je ne sais pas. C'est arrivé comme ça. J'avais un cahier des charges pour chaque miroir que je fabriquais, mais tous n'étaient pas ni du même diamètre, ni de la même focale. Donc la difficulté n'était pas la même d'un miroir à l'autre. Et il pouvait y avoir des différences. Tout en étant bon, les miroirs pouvaient être soit à la limite de la tolérance que j'avais fixée, c'était déjà très très bien, hein. Ouais. Ou soit c'était encore meilleur. Il se trouve que celui-là, il est tellement bon qu'il a fourni des images, enfin il fournit encore des images exceptionnelles. Au niveau netteté, j'ai pas fait mieux. Alors mon pote Simon, à l'époque, pour qui j'avais fait ce télescope, était très content parce qu'il faisait exclusivement de l'observation planétaire avec. Et j'étais très, très fier d'avoir fait ce télescope pour mon ami, et je savais qu'avec ça, il allait avoir vraiment un instrument d'exception. Et un jour, il est passé, je dirais, à la photo astro, donc il lui fallait un instrument motorisé sur monture équatoriale, et il m'a revendu ce télescope que j'ai racheté tout de suite. Voilà, on s'est arrangé, mais je savais qu'il était très très bon, et maintenant je l'utilise et je me régale. D'accord. Et si tu devais donc choisir un télescope de tout ce que tu as fait, ça serait celui-là ou? Oui, sans hésitation. Parce que certes, ce n'est qu'un 300 mm, tu me diras, j'ai un 600. Le 600 mm, l'été, quand je l'utilise, c'est quand même exceptionnel. L'été dernier, on a eu des images de Saturne fantastiques à 500 fois de grossissement. Les soirs où on n'avait pas de turbulence, c'était vraiment magique. Mais c'est quand même un instrument qui est lourd à transporter. Il me faut une remorque qui fait 100 kg, 3 quarts d'heure d'installation, 3 quarts d'heure de démontage. Et c'est compliqué. Alors que le 300, il est stocké chez moi, je le transporte facilement dans ma voiture. Et en 10 minutes, il est monté. Alors, je vais te montrer des photos faites avec. J'ai fait des photos de la Lune que je trouve sympathiques avec ce télescope. Tiens, regarde-les, tu vois, elles sont bien. Elles sont super. Moi, je les trouve super. Après, je pense objectivement que les photos sont pas mal. Alors, je t'ai parlé du matériel que j'ai eu, que j'ai. Pour toi. Ouais. Alors, j'ai oublié de parler du dernier instrument que j'ai acheté. Alors, à titre personnel, j'ai acheté une lunette Vespera. D'accord. Voilà. Après avoir fait des observations, du dessin, de la photo, construit des télescopes, eh bien, j'ai acheté le petit robot qui fait des photos tout seul, la nuit. Alors, j'ai acheté ça, évidemment, pour faire des animations la nuit. Et je trouve ça génial. Ouais. J'ai utilisé ça pour faire les animations l'été. Et là, avec l'association Astro Verdon, on a acheté l'année dernière un Evescope. Un Evescope 2, c'est le télescope de chez Unistellar qui est automatique en fait, qui pointe tout seul et qui est équipé d'un oculaire électronique. Et c'est vraiment génial. Alors, j'ai remarqué quand même quelque chose, c'est que pendant les soirées d'astro, au début, tout le monde se précipite autour du 600. Tu vois, le plus gros télescope et tout le monde dit wow, c'est génial, en plus il y a un escabeau, ça en jette. Hein. Ouais. Et à la fin de la soirée, ils sont tous autour de l'Evescope, qui fait ça de diamètre, quoi, je veux dire. Ah ouais? Ben oui. C'est pas bon pour le commerce, ça, quand même. Non. Alors, c'est pas la même chose, hein. Ça n'enlève pas la qualité d'image, le piqué, le rendu. Mais j'avoue que pour les gens qui n'ont jamais observé dans un télescope, voir les bras spiraux, par exemple, de M51 dans un 600, eh ben, c'est difficile. On a beaucoup de personnes qui n'ont absolument jamais mis l'œil dans un télescope, ils ne savent pas quoi regarder, ils ne sont pas habitués à la vision nocturne, ils ne connaissent pas la vision décalée, ou des personnes âgées qui ne voient pas très bien. Eh ben, à l'Evescope, ils voient pour la première fois les bras spiraux des galaxies et en couleur en plus. Donc j'avoue que c'est... Pour l'avoir utilisé moi-même, on peut dire aussi que la technologie elle est quand même impressionnante. Ouais. Et ça apporte aussi quelque chose de plus à l'astronomie. Ouais. Donc pourquoi s'en passer? Oui. Voilà. Bah, c'est sûr que l'Evescope, bon, on l'a acheté dans le cadre de l'association Astro Verdon, mais il tourne un petit peu aussi chez Draconis. En attendant que Draconis en achète un, peut-être. C'est vrai que j'en fais profiter, enfin j'en fais, c'est pas le mien, hein.
Mais on en fait profiter les membres de Draconis et j'avoue qu'on s'éclate bien. Et en plus, on a fait des très bonnes soirées avec. et en plus, on est à table, sous la tente, Non, mais faut pas Au te chaud. dire ça, Jean-Marc. on prend l'apéro et on fait les photos sur le téléphone portable. Ah oui, faut pas le dire. Ouais, faut pas le dire. Donc, fallait pas le dire. Ça reste du boulot quand même. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc si vous passez cet été, je le redis, venez nous rendre visite à Bodinard-sur-Verdon. On a une association dynamique avec des super télescopes et des animateurs sympathiques dont je fais partie. Et Je confirme. voilà. Je confirme hein, à 100%. Et on va vous en mettre plein la vue. Si vous allez voir les avis sur Google, pour l'instant c'est un 5 étoiles. Les gens sont super contents. Dis donc, il fait chaud pour un jour d'hiver. Tu trouves? Ouais. En fait, ils vont croire qu'on est en plein mois d'août là. Alors, on n'est pas au mois d'août, on est au mois de février. Février, ouais. Février. Ouais, Et février. ouais, Tu et as un on est. t-shirt? On est à peu près 48 là à l'ombre là. Certains en pull. Dis-moi Jean-Marc, j'aurais une petite question à te poser encore. Quelle a été ta plus grande émotion dans l'astronomie? Là où vraiment tu as ressenti, vraiment où tu étais à ta place, quand tu t'es dit là, Alors, il y a eu deux grandes émotions. Ma première éclipse dont j'ai parlé tout à l'heure, première éclipse de soleil en 2001, en Zambie, où j'ai eu les larmes aux yeux pendant, 30 secondes. Ça, c'était vraiment une émotion incontrôlable, mais il y a eu plus fort que ça. Il y a eu mon premier voyage au Chili, où, suite à... Enfin, Chili, île de Pâques, hein, c'était juillet 2010, après avoir été à l'île de Pâques. Ça, c'était bien, ça m'a pas marqué à vie. Après, j'en ai profité pour passer une semaine au Chili. Et là, il m'a fallu un an pour m'en remettre. Aïe. Un an. Pas 30... Ouais, un an. Un an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Revenant de l'île de Pâques, j'avais réservé une semaine à la Hacienda des Étoiles. La Hacienda des Étoiles, c'est un observatoire amateur monté par des Français, Raymond et Nadine, qui se sont installés à 400 km au nord de Santiago, dans le petit sud, enfin ils appellent ça le Sur Chico, je crois, ou le Chico Sur, je sais plus, il faudra vérifier. Ouais. Voilà. Donc c'est un endroit un peu désertique, c'est entre Santiago, qui est plutôt un climat méditerranéen, et le désert d'Atacama, qui est plus au nord et qui est complètement désertique. Donc là, il y a quand même quelques cactus, des chèvres, et des montagnes, et des buissons avec des piquants. C'est à peu près tout. Et c'est un endroit qui est loin de toute ville et à 1500 mètres d'altitude. Et donc, voilà, c'était l'occasion. Des Français là-bas, installés au Chili, un télescope C14 dans l'abri, et puis le ciel et mes yeux. Et là, j'ai pris alors la claque de ma vie quand j'ai vu le ciel. Oh, alors, j'ai vu le ciel austral. Ouais. Ça, je le connaissais déjà. J'étais déjà allé dans l'hémisphère sud plusieurs fois, en Zambie en 2001 et en 2003, j'étais allé voir l'opposition de Mars à l'île de la Réunion. J'avais passé 4 semaines en famille à la Réunion, donc le ciel austral, je le connaissais. Mais alors le Chili, j'ai vu le ciel le plus noir de ma vie. Tous les soirs, toutes les nuits, il faisait beau déjà pour commencer, donc jamais de nuages. Donc au bout d'un moment, ça devient stressant. C'est que du bleu, que du bleu, que du bleu. Tu sais plus ce que c'est que les nuages. Et bon, voilà. Et la nuit, beau temps, beau temps, beau temps. Donc j'observais tous les soirs, et c'était en juillet, il y avait une voie lactée de malade au-dessus de la tête. Donc le Sagittaire, le Scorpion qui passe au zénith. La voie lactée est tellement lumineuse que quand tu as une table, tu vois, et tu regardes sous la table, il fait noir. Et le reste, tu vois clair. Donc tu te dis au début, on voit bien, mais en fait c'est la Voie lactée qui est claire. Voilà, ça c'est fait. Il se trouvait qu'en fin de nuit, la Voie lactée, avec le mouvement de rotation du ciel, la Voie lactée se couchait. Et en fin de nuit, quand la Voie lactée se couchait, on n'y voyait plus rien. Et il y a eu une nuit exceptionnelle où l'air était particulièrement sec. Et quand l'air est sec au Chili, il n'y a aucune diffusion de la lumière dans l'air. C'est difficile à expliquer, mais en France même, tu vas par exemple en montagne, tu vas au col de la Bonnette, ou tu vas au pic du Midi, où tu vas trouver que le ciel est vraiment génial, mais tu vois clair. Il y a le peu d'humidité dans l'air, ça va diffuser un tout petit peu la lumière des étoiles, et ça va faire un fond lumineux. Tu vas voir les
les cailloux blancs par terre, tu vas pouvoir marcher, tu sais que là il y a un arbre, que là il y a un buisson, que là tu peux marcher. Bah là il y avait pas ça. Il n'y avait pas d'humidité, genre c'était 10% d'humidité, tu vois, c'est un truc qu'on n'a jamais en France. Je n'y voyais plus rien. Dans le noir, sans gants, hein, donc ma main blanche, je la voyais pas, je comptais pas mes doigts. Et par terre, sans lampe, je me plantais. Impossible de marcher, je me plantais dans les buissons piquants. Ça m'a marqué, mais j'ai vu un ciel, mais une noirceur. Et pour couronner le tout, il y a une nuit, il y a eu un tremblement de terre. Ah oui, parce qu'au Chili, il y a beaucoup de tremblements de terre. Tout ça en une semaine. Ouais. C'était le 14 juillet. Ouais, l'éclipse, c'était le 11 juillet 2010. Et le 14 juillet, j'ai eu un tremblement de terre. Un petit, hein. Mon premier tremblement de terre, j'étais en train de regarder les étoiles, là. Et d'un seul coup, j'entends un grondement. Je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait un avion de chasse qui passe dans le lointain, tu sais. Et donc j'entends le grondement et 10 secondes après, je sens la terre trembler et l'observatoire remuer et les plaques métalliques de l'observatoire trembler. Je fais « Oh !» Et là, ça a été... Ah, mais ça a été, comment dire... Ah ouais, alors là, mais là, je ne pouvais plus. Ça a été trop fort. Là, le ciel noir, plus le tremblement de terre, plus la découverte du ciel austral. Pour l'émotion. Ouais. Et quand je suis rentré en France, j'ai pas regardé le ciel pendant un an. J'ai trouvé que c'était tout pourri. Ah ouais. À ce point-là. Alors certes, j'habitais en région parisienne, c'était pas le meilleur ciel du monde, mais... Il y a une différence de dingue. Avant d'aller au Chili, par exemple, tous les ans, j'allais au RAP, les rencontres astronomiques du printemps. Et j'ai arrêté pendant 15 ans d'aller au RAP. Après, j'ai plus remis les pieds. Parce que c'était... J'en ai eu trop d'un coup. J'en ai eu trop d'un coup. J'ai arrêté plein de choses. J'ai arrêté... En fait, ça a changé. J'ai arrêté d'aller dans les manifestations comme les RAP, alors que c'était très bien. Hein. J'ai arrêté d'écrire sur AstroSurf, alors qu'avant j'étais actif sur les forums. J'ai arrêté. Pour moi, j'ai eu l'illumination. L'illumination céleste dans le noir, tu vois. Mais pour moi, je me suis rendu compte que je sais pas, je perdais mon temps avec des trucs inutiles. Et que ce que j'ai vécu là-bas, c'était plus fort que tout. Et je me suis remis petit à petit à l'astro, tout doucement, en regardant la Lune, les planètes. Et puis maintenant, c'est oublié, je refais de l'astro normal. Mais c'est pour dire ça a été un électrochoc. Ça a été violent. C'est vraiment l'apogée. Ouais. Et pendant plusieurs années, j'avais cette image mentale du ciel du Chili, au-dessus des montagnes. Et quand j'avais besoin d'un moment d'apaisement, tu vois, par exemple, imagine avant un entretien d'embauche ou avant un truc vraiment qui peut te stresser, tu peux avoir besoin de méditer ou de te relaxer. Il faut trouver une méthode. Donc souvent, tu fermes les yeux, tu cherches une image mentale. Ça peut être la mer, ça peut être. Moi, c'était quand je fermais les yeux, j'avais cette image du Chili avec les étoiles au-dessus. Alors j'ai une question à te poser. Que dirais-tu aux jeunes qui voudraient approcher le monde de l'astronomie? Alors, pour faire de l'astronomie en tant que métier ou en tant que passion? Non, juste ceux qui veulent approcher l'astronomie, découvrir le grand ciel. Ouais. Alors, c'est très bien. Moi, j'encourage les jeunes à regarder le ciel, à regarder les étoiles, à faire de l'astronomie, à sortir leur nez des téléphones portables et tout ce qui empêche en fait de s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est de se documenter. Il y a déjà énormément de ressources. Par exemple, sur YouTube, il y a plein de vidéos. Tu as vu dans mes classeurs, tu peux commencer avec une petite lunette et faire des travaux. Regarder simplement, contempler, et en te disant que tu commences par ça et qu'après, si ça te plaît, quand tu auras de l'argent, tu pourras t'acheter un télescope plus gros. Tous les jeunes maintenant ont un téléphone portable qui fait des photos. Et avec une petite lunette, on peut faire des photos de la Lune très simplement, juste en mettant le téléphone derrière la lunette, chose que je pouvais pas faire à l'époque quand j'avais ton âge. Et ça, déjà, ça permet de commencer. Donc, le conseil, c'est de foncer. C'est de foncer, c'est de demander
aux parents d'acheter une petite lunette. Hein. Ça coûte, allez, une petite lunette pour débuter, ça coûte environ 150 €. C'est pas non plus un budget hyper important. Et ça permet de découvrir la Lune, les planètes, de suivre les satellites de Jupiter, découvrir les anneaux de Saturne et de se faire la main. On a tous commencé comme ça en fait en astronomie, enfin tous. Beaucoup de gens de mon âge, hein, de ma génération, ont commencé l'astronomie avec une petite lunette ou un petit télescope qu'on a utilisé pendant des années et après on est passé sur des choses plus grandes. Mais voilà, te lance pas directement avec l'idée de faire de la super photo, de faire des travaux de malade. Faut commencer modeste, apprendre. Et je dirais un conseil, c'est de savoir prendre le temps. Faut pas être pressé, faut être patient, parce que ta patience sera récompensée après. Ah ouais? Voilà. On se donne rendez-vous dans 20 ans et tu me montres tes photos d'astro dans 20 ans. Ouais, ben j'en ai tout ce que j'aimerais bien te montrer. Comme je vous l'ai expliqué lors de ma première vidéo, le but du format interview est de rencontrer des astronomes amateurs ou professionnels, quels qu'ils soient, et de découvrir leur parcours dans l'astronomie. Avec Jean-Marc, on a l'exemple type du grand passionné et qui en plus aime faire découvrir et partager sa passion. Alors vous, qui êtes nouveau dans n'importe quel domaine, essayez de vous rapprocher de personnes comme Jean-Marc, de grands passionnés. Ces gens-là, ces grands passionnés, c'est un peu comme... comment je pourrais vous expliquer? Dans l'espace, on sait qu'il y a des pouponnières d'étoiles. C'est des endroits où il y a une concentration de nouvelles étoiles qui naissent, un peu comme Orion, la galaxie d'Orion. Et ben, les grands passionnés dans n'importe quel domaine, c'est un peu comme des pouponnières d'astronomes amateurs qui peut-être deviendront des astronomes très réputés. C'est beau ce que je viens de dire là. Des pouponnières à talent. Ah, c'est beau ça. Et Jean-Marc, je viens de dire un truc là, top de top là. Bah Jean-Marc, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu. De raconter ton histoire, c'est vraiment important. Ouais. Pour tout le monde aussi. Ouais, moi je te remercie de m'avoir invité pour cette première interview. Voilà, ça me fait quelque chose d'être le premier interviewé sur ta chaîne. Et c'est cool. Bah écoute, ça m'a fait super plaisir de te recevoir et vraiment de la part de tous les moldus, merci encore. On passe voir ton observatoire avant de partir. Voilà, le fameux télescope d'Astro Moldu. C'est ça, le QG comme il s'appelle. Ouais, parce que depuis que je regarde la vidéo Astro Moldu, je vois cette chose. D'ailleurs, il y a un certain Jean-Marc qui se balade dans ces vidéos, donc j'aimerais bien le rencontrer un jour. Il est très timide, attention. Ouais, il paraît. Je vais l'ouvrir. Et faut pas oublier ça. Ah, on a trouvé une pépite. Alors je crois qu'on le trouve plus en librairie. Il me semble que j'ai vendu tout mon stock il y a 2 ans à la Maison de l'Astronomie. Alors si jamais il en reste, c'est uniquement à la Maison de l'Astronomie, s'il en reste. Alors je sais plus si on vous l'a dit, Jean-Marc et son compère Fabien viennent de créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Astro Big Bang. Alors si tu as envie de connaître tous les détails et tous les secrets de ce qui se passe là-haut, je te conseille d'aller voir. Ah bah tiens, quand on parle du loup, bonjour, je suis Jean-Marc. Hello, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Moldu et aujourd'hui, on fait pas de l'Astro Big Bang.
Ah, je suis content, ça s'est bien passé. Il est super sympa, Jean-Marc. Ouais, c'est un bon moment. Ah ouais, super. Complètement passionnant. Incroyable. Ah ouais, tout ce qu'il a fait dans le milieu de l'astronomie, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Bon, après, entre nous, je pense qu'il en a un peu rajouté aussi. Hein. Ah bah non, il en a même oublié, m'a dit. Ah ouais? Bah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais un peu réviser mon ciel, moi. Eh ben, il y a du boulot. Hein. Et voilà, les amis, fin de la vidéo. Je tiens encore à te remercier, Jean-Marc. Merci beaucoup d'être venu te présenter au Moldu. Merci pour ta bonne humeur et ton partage. Je te souhaite vraiment encore beaucoup de réussite dans ta passion et dans ta vie en général. Et n'oubliez pas, je vous souhaite de bonnes astro-aventures!